Mon enfance a toujours été bercée par les jeux vidéo, passant des jeux Pokémon à Inazuma Eleven, sans oublier Fortnite. La nostalgie de nos premières consoles, le stress de jouer en cachette sous la couette alors qu'on devait dormir, ou encore la joie de finir un jeu pour la première fois. Mais surtout, la sensation de toujours avoir quelque chose à faire dans l'aventure et donc de ne pas ressentir un sentiment d'ennui quand tu joues. Malheureusement, aujourd'hui cette sensation n'est plus. Une multitude de jeux sort chaque mois et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien ne me surprend. Mais pour mieux comprendre ce phénomène, il va falloir retourner en arrière et retracer l'histoire du jeu vidéo. 1952, c'est l'année où est sorti le tout premier jeu vidéo de l'histoire, OXO, un jeu de morpion créé par Alexander S. Douglas sur l'ordinateur EDSAC. Et en 1958, sorta Tennis for Two de William Wigginbotham sur un oscilloscope, le premier jeu vidéo conçu pour divertir. Il aura fallu attendre 1972 pour voir apparaître la toute première console de jeu au monde, la Manavox Odyssey. Elle n'avait pas de graphisme complexe, juste des carrés et des lignes à l'écran. Pour enrichir l'expérience, elle utilisait des calques transparents en plastique à coller sur l'écran de la télé afin de donner l'illusion de décor. Évidemment, il n'y avait pas encore de son ni de processeur, mais c'était largement assez pour l'époque. Et c'est cette machine qui a lancé l'industrie des consoles de salon. C'est aussi durant cette période que les salles d'arcade ont fait leur apparition entre le début et la fin des années 70. Et pour l'époque, c'était une révolution. Les jeux d'arcade ont été les premiers blockbusters du jeu vidéo, mettant en scène encore aujourd'hui des grands noms comme Pac-Man, Donkey Kong et Asteroid. Les années 80 ont été l'âge d'or des arcades, avec des revenus sensationnels. En 1982, les revenus des salles d'arcade aux États-Unis atteignaient 8 milliards de dollars, plus que le cinéma d'Hollywood cette année-là. Certaines bornes pouvaient rapporter des milliers de dollars par semaine. Mais c'était aussi le point de rencontre des jeunes avant les consoles de salon. La plupart des enfants partaient dans des salles après l'école et utilisaient leurs petites économies pour essayer de faire le meilleur score possible. D'ailleurs, le fait d'afficher les high scores, donc les meilleurs scores, ça a introduit la culture de l'e-sport avant l'heure. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a eu un déclin à partir des années 90 à cause des premières consoles de salon. Il y a d'abord eu la Super Nintendo Entertainment System en 1990 avec comme jeu majeur Super Mario World, Zelda, A Link to the Past, Donkey Kong Country ou Street Fighter 2. Ensuite, Sony est arrivé à son tour en 1994 avec la toute première PlayStation. Elle va populariser les jeux en CD, la 3D et devient la console la plus vendue de sa génération avec plus de 100 millions d'unités. Ce à quoi va répondre Nintendo avec la Nintendo 64 en 1996 avec comme jeu phare Super Mario 64. Et plus on va avancer, plus l'innovation technologique va permettre d'introduire de nouvelles manières de jouer. On en découvre toujours plus, de différentes manières, mais surtout avec un sentiment de nouveauté. Tout d'abord, c'est le plaisir de jouer. Comme les jeux de société ou le sport, les jeux vidéo exploitent le besoin universel de s'amuser. Le cerveau va alors libérer de la dopamine quand on réussit une mission, quand on bat un boss ou lorsqu'on améliore son score. Ça renforce l'envie de rejouer. Et d'un côté, ce sentiment peut être ressenti comme une drogue. On va penser qu'à ça, on va vouloir y jouer dès qu'on en aura l'occasion, avec l'exemple de jouer dans son lit le soir alors que le lendemain, on a école. Et dites-moi dans les commentaires combien d'entre vous s'est déjà fait choper. Moi, beaucoup trop. Après, il y a la particularité d'avoir un objectif clair, gagner, passer un niveau, résoudre une énigme. Ils utilisent souvent un système de progression qui motive naturellement les joueurs. Prenons l'exemple de Pokémon, qui est aujourd'hui un indétrônable du monde du jeu vidéo. Tu commences ton aventure avec des adversaires plutôt faibles, plus tu vas avancer, plus tu vas rencontrer des ennemis de plus en plus forts. De même avec les Pokémon, le fait de les entraîner les rend plus forts. Ils évoluent et tu as envie de continuer de les renforcer pour devenir le maître de la ligue. Et c'est un cercle vicieux. Tu veux devenir plus fort, donc tu joues. Comme tu joues, tes adversaires deviennent plus forts et du coup, pour les battre, tu dois t'améliorer. Ensuite, il y a aussi l'immersion. Les jeux vidéo permettent de vivre des expériences impossibles dans la vie réelle. Explorer des mondes imaginaires, piloter un vaisseau spatial, devenir un héros. Qui ose me dire qu'il s'est pas déjà imaginé sauver la galaxie à coups de pistolet, de devenir champion du monde en faisant des tornades de feu, ou même fantasmer sur une héroïne de jeux vidéo. Imaginer ces scénarios, c'est réussir à penser à autre chose qu'à la vie réelle, qui pour certains d'entre nous est plus compliqué. Alors venir se réfugier dans un monde où c'est toi le plus fort est totalement compréhensible. Il y a aussi la dimension sociale. Dès les salles d'arcade, puis avec le multijoueur et internet, les jeux vidéo sont devenus un moyen de rencontrer, coopérer ou affronter d'autres joueurs. Aujourd'hui, les communautés en ligne comme Fortnite, Minecraft
Warcraft ou League of Legends rassemblent des millions de personnes. Certains d'entre nous ont même sympathisé avec d'autres joueurs et sont devenus très amis. Pour terminer, il y a la notion d'innovation technologique. Chaque génération de consoles a apporté de nouvelles possibilités. Le 3D, le CD, l'internet, la réalité virtuelle. Et les jeux vidéo attirent aussi parce qu'ils surprennent sans cesse avec des expériences inédites. Selon tes goûts ou le choix du jeu, tu peux découvrir un monde totalement différent. Et même selon la franchise, énormément de nouveautés sont introduites pour permettre à l'utilisateur de ne pas s'ennuyer. Ok, parlons maintenant de notre génération, parce que c'est là que ça devient intéressant. Si on remonte aux années 2000, on avait des consoles comme la PS2, la GameCube, la Xbox, et franchement, c'était une période incroyable. Les jeux étaient moins réalistes, mais ils avaient une identité hyper marquée. Chaque sortie, c'était une petite claque, parce que tout semblait nouveau. Tu lançais un GTA San Andreas, et t'avais l'impression d'entrer dans un univers que t'avais jamais vu. Ce qui nous accrochait, c'était cette découverte, ce sentiment de nouveauté à chaque partie. Ensuite, avec la génération PS3 et Xbox 360, il y a eu une énorme transition. Là, c'est la course au graphisme qui a commencé. Les développeurs voulaient absolument rendre les jeux plus réalistes, plus cinématographiques. On a vu apparaître des jeux avec des mises en scène dignes de films, des histoires plus travaillées et des personnages plus humains. Et à l'époque, ça nous a bluffé. Mais en même temps, ça a aussi marqué le début d'une certaine uniformisation. Beaucoup de jeux commençaient à se ressembler dans les structures. Puis arrive la PS4 et la Xbox One. Là, les mondes ouverts explosent. Tu as des jeux gigantesques comme The Witcher 3, GTA V, Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild. On a cette impression que chaque jeu doit être plus grand, plus long, plus réaliste que le précédent. Et c'est génial sur papier, mais ça crée aussi un souci. Quand tout le monde veut faire un open world, on finit par se lasser. Parce que même si l'univers change, le gameplay, lui, finit par tourner en rond. Et aujourd'hui, avec la PS5, la Xbox Series et le PC, les graphismes sont arrivés à un niveau quasi photoréaliste. Le problème, c'est que ça ne surprend plus autant. Tu regardes une cinématique ou une texture ultra détaillée, et oui, c'est beau, mais on est tellement habitué qu'on n'a plus le même effet waouh qu'on avait gamin. En gros, ce qui nous impressionnait avant est devenu la norme. Et puis, il y a aussi un autre gros changement, la manière dont les jeux sont pensés. Avant, tu achetais ton jeu, tu le finissais et basta. Aujourd'hui, avec les mises à jour, les DLC, les Battle Pass, les microtransactions, les studios veulent que tu restes sur le même jeu pendant des mois, voire des années. C'est cool hein, parce que tu as toujours du contenu qui arrive, mais ça change complètement la façon dont on joue. On n'a plus ce sentiment de finir un jeu et de passer à un autre. Maintenant, on reste bloqué sur les mêmes titres, et ça peut vite donner une impression de routine. Et justement, ça nous emmène au problème d'aujourd'hui. Parce que si on se lasse plus vite des jeux, ce n'est pas seulement à cause de leur structure ou de leur gameplay. C'est aussi lié à tout ce qui nous entoure. Déjà, il y a la saturation. Chaque année, on a des dizaines de gros jeux qui sortent, sans compter les indés, les free-to-play, les jeux mobiles. Et c'est trop. Forcément, quand tu as toujours un nouveau titre à essayer, tu passes beaucoup moins de temps sur chacun. On picore, on teste, et on ne s'investit plus comme avant. Ensuite, il y a le côté tout doit être énorme. Aujourd'hui, quasiment chaque gros jeu te propose un monde ouvert immense. Des quêtes secondaires par centaines, des systèmes de progression qui s'étalent sur des dizaines d'heures. Et au début, c'est impressionnant, mais très vite, ça devient un peu lourd. On n'a pas tous le temps de passer 80 heures sur un seul jeu. Du coup, beaucoup de joueurs abandonnent en cours de route. Mais il y a aussi un facteur énorme qu'on oublie souvent, les réseaux sociaux. Avant, quand tu jouais à un jeu, tu le découvrais vraiment par toi-même. Aujourd'hui, entre YouTube, Twitch, TikTok et Twitter, tu vois des extraits partout, avant même d'avoir lancé ta première mission. Du coup, une partie de l'effet de surprise disparaît. Tu sais déjà à quoi ressemble le boss final, quelles mécaniques vont arriver, et ça casse un peu la magie. C'est nul! Et puis, les réseaux sociaux ont aussi créé ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater quelque chose. Quand tout le monde parle d'un nouveau jeu, tu te sens obligé d'y jouer rapidement pour ne pas être à la traîne. Le problème, c'est que ça t'incite à zapper constamment, tu passes d'un jeu à l'autre juste pour suivre la tendance. Enfin, il faut ajouter le côté comparaison permanente. On est bombardé d'avis, de critiques, de classements, meilleur jeu de l'année. Résultat, on devient plus exigeant, plus impatient dès qu'un jeu a une petite faiblesse. On se dit bof, j'ai mieux ailleurs. Et on l'abandonne. Là où avant, on aurait pris le temps de l'apprécier malgré ses défauts. Et puis, il y a aussi un facteur qu'on oublie souvent. Nous, les joueurs, on a changé. Quand on était gamin ou ado, on pouvait passer des après-midi entiers sur un même jeu, sans se soucier de l'heure. On avait du temps, pas trop de responsabilités, et chaque nouveauté nous émerveillait. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même rapport au temps. Entre le boulot, les études, les sorties, les réseaux sociaux, il y reste beaucoup moins de place pour s'investir dans un jeu sur la durée. Et forcément, quand tu n'as que 2 heures de libre dans ta semaine, tu ne vis pas le jeu de la même façon. Tu veux que ça soit intense, fun et direct.
Si le jeu met trop de temps à démarrer ou qu'il demande trop d'investissement, tu décroches. Ce n'est pas forcément parce qu'il est mauvais, mais juste parce que notre rythme de vie a changé. Il y a aussi la question de l'expérience accumulée. Plus on joue, plus on connaît les mécaniques. Du coup, on est beaucoup moins surpris. Enfin, pour terminer, maintenant le niveau de jeu est le centre du gameplay. Pour beaucoup, le fait de s'amuser passe après d'être bon. Énormément de joueurs continuent de jouer à certains jeux juste pour tenter d'être pro, ce qui peut provoquer des problèmes de santé mentale, pression des résultats ou encore pire, la dépression. Alors oui, l'industrie du jeu vidéo a énormément changé avec le temps, proposant un contenu toujours plus réaliste et passionnant. Les nouvelles consoles nous permettent de ressentir de plus en plus d'émotions, mais dans une société où tout est comparé, c'est compliqué d'avoir un réel avis. Il sera difficile pour nous de ressentir la même joie que dans notre passé, car tout est mieux. Mais en même temps, est-ce que l'imperfection n'était pas un signe de perfection à l'époque? J'ai adoré traiter de ce sujet avec vous. Les jeux vidéo ont toujours fait partie de ma vie et je pense que ce sera encore pour quelques années. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.